Bonjour à tous et merci à tous d'être là pour ce numéro 2 d'Essence du Monde. Alors on va continuer sur Trump et sur l'élection américaine parce que c'est quand même le premier pays du monde, c'est le pays le plus important au monde sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Et donc là je suis très content de pouvoir accueillir mon ami Arnaud Le Parmentier qui est le correspondant du Monde aux États-Unis depuis à New York depuis 2017, qui a fait 30 ans de carrière au journal, qui est passé par l'Allemagne, par Bruxelles, mais aussi par la politique. Il était le patron du service politique du Monde pendant des années. Arnaud a aussi une caractéristique intéressante, c'est qu'il n'a pas le profil habituel du journaliste du Monde. Il est plus social-libéral et très libéral que la moyenne de ses confrères. Donc de son point de vue, son regard sur l'élection de Trump va être très intéressant. Arnaud a également une autre qualité, c'est un homme de terrain. Et je crois, il va nous le confirmer, mais qu'il a visité à peu près 46 États sur les 50 États américains que possèdent les États-Unis. Donc il a une vraie connaissance terrain de ce qui se passe. Et on va essayer d'analyser avec lui trois choses. Les raisons de l'élection de Trump, déjà. Les raisons de l'élection de Trump, selon son point de vue, en particulier très fort sur le terrain. Les conséquences intérieures de l'élection de Trump. Et bien sûr, les conséquences géopolitiques, même si on a largement traité les sujets ukrainiens et iraniens lors du premier numéro. On va discuter avec lui des conséquences sur la Chine. Et puis, on terminera par, petite cerise sur le gâteau, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le voyage et sur le tourisme des deux côtés de l'Atlantique. Voilà, donc bonjour Arnaud et merci d'être là. Bonjour Jean-François. Voilà, il est en direct en duplex de New York. On fait cet enregistrement de loin. Alors déjà, Arnaud, je vais commencer par une question simple. Quand Kamala Harris a pris la candidature, elle a été très vite assez haute dans les sondages, beaucoup plus haute que Biden. L'ensemble du monde a prédit son élection, ou du moins été assez optimiste sur son élection. Et donc, visiblement, elle s'est écroulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais effectivement, alors après le débat du 10 septembre, on avait l'impression qu'elle avait attrapé Trump, qu'il était faible. Les sondages ont décollé, elle avait gagné. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est simple, Donald Trump, il n'a pas fait d'erreur. Donc il a déroulé sa campagne, comme lui disaient ses conseillers, sur trois sujets uniques. L'inflation, l'inflation, l'inflation. L'inflation, c'est 20% d'augmentation des prix tous azimuts sous le mandat de Joe Biden. Les Américains ne l'ont pas supporté. Parce que c'est l'inflation sur la nourriture, c'est l'inflation sur l'essence, c'est l'inflation sur la voiture, c'est l'inflation sur les prêts immobiliers. Un prêt immobilier aux États-Unis, ça vaut 7% en ce moment sur 30 ans. Donc ça a laminé tout le soutien populaire de Joe Biden et de Kamala Harris. Deuxième sujet, l'immigration. Il a labouré en disant il y a des immigrants qui sont rentrés, et c'était vrai. C'est-à-dire que Joe Biden a permis aux demandeurs d'asile, c'est-à-dire aux réfugiés, de rentrer. Il y en a 2 millions par an qui sont rentrés illégalement sur le territoire. C'est beaucoup plus que jamais. Donc ils ont martelé ce sujet sur l'invasion. Et troisième sujet, ils ont dit l'Amérique n'est plus respectée. Sous Joe Biden, nous sommes partis lamentablement d'Afghanistan comme on était parti de Saïgon en 1975. S'il y avait eu Donald Trump, Vladimir Poutine n'aurait jamais osé envahir l'Ukraine. S'il y avait eu Donald Trump, le Hamas n'aurait jamais attaqué Israël. Je ne dis pas que c'est vrai, mais ça a très bien marché. C'était très simple et il a déroulé ça. Pendant ce temps-là, Kamala Harris, elle a fait des erreurs. Kamala Harris, d'abord, elle n'a pas tenu une seule interview, une réelle interview face aux journalistes américains. C'était des interviews de complaisance. Elle n'a pas réussi la chose. Deuxièmement, elle n'a pas réussi à se distancier de Joe Biden. On ne savait pas si elle était middle class ou s'il était classe ouvrière. Elle n'a pas bien su se recentrer, à mon avis. C'est-à-dire que vous aviez une musique plutôt centriste, mais les propositions, notamment des allocations familiales, etc., qui sont restées très à gauche. Ensuite, elle a subi, même si elle s'en est pas prévalue du tout, parce qu'elle était femme noire californienne, elle n'a jamais rappelé qu'elle était femme, elle n'a jamais rappelé qu'elle était noire, elle n'a jamais rappelé qu'elle était californienne, mais il y a eu un long mouvement qui est arrivé, et on a vu pour l'élection deux choses majeures. Les latinos qui ont dit mais nous on ne fait pas partie du groupe des coloreds, c'était la grande chose des démocrates, on va réunir tous les coloreds des États-Unis,
Donc les Noirs qui font 13% de la population, les Latinos qui doivent faire 25-30, et ça fera une majorité contre les Blancs. Les Latinos, ils ont dit non, non, mais nous, on ne rentre pas là-dedans. Donc ils ont voté beaucoup plus pour Donald Trump qu'attendu. Et même une partie des Noirs afro-américains ont voté pour Kamala Harris. Après, je rajoute 2-3 erreurs et on reviendra sur le détail. Ils ont fait quelques erreurs de tactique de campagne. Donc quand il y a l'ouragan en Caroline du Nord qui fait plus de 100 morts, Kamala Harris, elle est à Las Vegas en train de faire un meeting, Joe Biden, il est chez lui, Donald Trump, il est sur le terrain le lendemain. Après, les républicains font des trucs totalement pervers en disant les Haïtiens, dans une petite ville de l'Ohio, ils mangent les chiens et les chats. Alors, naturellement, les Haïtiens ne mangent pas de chiens et de chats. C'est un peu la chanson de Brel, hein, j'ai pas tué de chat où il y a longtemps, où il sentait pas bon. Mais sauf que qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire de manière géniale? Ils ont mis sur la carte une ville de 50 000 habitants qui avait vu arriver en quelques années 20 000 Haïtiens. Donc tout d'un coup, ils créent la peur, ils créent l'angoisse dans toute la population. Et puis après, il y a ce meeting de Madison Square Garden à New York de Donald Trump où les gens de gauche ont essayé de faire croire que c'était le grand meeting nazi de 1939 ou 1940. D'abord, ça n'était pas ça. Les gens dans l'assistance étaient plutôt mesurés. Deuxièmement, il y a un malheureux humoriste de mauvais goût qui a traité Porto Rico de garbage, c'est-à-dire d'île de détritus. Et alors, les démocrates ont voulu attaquer là-dessus, sauf que Joe Biden a sorti ce qu'il pensait. En pleine finish de la campagne, il a dit « c'est les électeurs de Trump qui sont du garbage ». Et donc, on est ressorti sur ce qu'avait dit Kamala Harris sur les déplorables, les gens lamentables, ce mépris que ressentent à tort ou à raison, à mon avis, parfois à raison, les électeurs républicains. Eh bien, ça a fait que tout d'un coup, la mayonnaise est prise. Alors ça, je vous dis ça aujourd'hui. Moi, j'avais parié que Trump gagnait, mais honnêtement, scientifiquement, rationnellement, c'est toujours plus facile d'expliquer le temps de la veille. C'est vrai que vous m'avez toujours dit depuis très longtemps que vous pensiez que Trump allait gagner. Et c'était le fruit d'ailleurs de vos périples, hein, dont on discutait souvent quand vous étiez dans le Wyoming, dans l'Arkansas, etc., etc. Alors, avant qu'on revienne sur l'inflation un peu plus longtemps, Arnaud, moi je voudrais avoir votre point de vue, même intuitif, votre propre expérience, dans ces 4 raisons. Je vais en rajouter une 4e que vous n'avez pas évoquée, qui ont fait la victoire de Trump, c'est-à-dire l'inflation et l'économie, la première raison. La deuxième, l'immigration. La 3e, le wokisme, que vous n'avez pas évoqué. Et la 4e, America First, c'est-à-dire rendre sa fierté à l'Amérique, et puis America First sur la diplomatie internationale. Comment vous les hiérarchiserez, ces 4 raisons en proportion? Comment vous les hiérarchiserez? Moi, j'ai l'impression que la première représente facilement la moitié de l'importance du vote Trump. Ouais, de toute manière, l'inflation a réellement posé de vrais problèmes aux gens. C'est-à-dire que quand je suis allé à Philadelphie pendant la campagne, c'était North Philadelphia. J'ai jamais vu un endroit aussi pauvre des États-Unis. C'est pire que Détroit. En fait, j'allais à une réunion et c'est le GPS qui m'a fait traverser un quartier. C'était 9 h du matin. Honnêtement, c'est épouvantable de pauvreté. C'est 4 fois moins riche que la moyenne nationale, 4 fois plus pauvre. Hein. Et donc j'arrive et c'était Spike Lee, le metteur en scène noir, qui avait réuni les syndicats du BTP. C'était tous des Afro-Américains qui étaient invités à soutenir la sister, c'est comme ça qu'ils parlent, Kamala Harris. Eh bien, moi je vois des gens qui disent bon, le problème c'est que d'aller au supermarché maintenant, pour faire ses bagages, ses courses pour la semaine, c'est 300-400 $. Donc ces gens-là, ils sont beaucoup plus pauvres que moi, mais eux, ils ont senti l'inflation, notamment sur l'alimentation, et ça a été quelque chose d'épouvantable. Alors ils ont essayé de tordre la chose en disant l'inflation vient de Trump, mais elle est apparue sur Biden, ça ne convainquait personne. Et après, je suis parti avec une femme de ce meeting, il m'a dit mais non, mais les hommes, effectivement, ne votent pas pour Kamala Harris pour 2 raisons. Parce qu'ils ne sont pas contents de l'inflation Biden, qu'ils étaient contents des chèques qu'ils avaient reçus pendant le Covid de Donald Trump, et troisièmement, qu'ils pensent qu'il faut un homme pour faire face à Poutine sur la scène internationale. Quand j'ai quitté ce meeting, où ils disaient tout ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire qu'ils allaient voter Kamala Harris, mais en réalité on sentait bien qu'ils aimaient bien Trump, j'ai vu cette femme qui était très intelligente, qui était noire, qui me disait « mais les hommes noirs, j'en connais tout plein qui ne votent pas pour Kamala Harris ». Parce qu'ils sont furieux de l'inflation qui les frappe, c'est les gens les plus pauvres, et c'est eux qui ont été les premiers frappés. Ça peut apparaître très injuste, hein. L'administration Obama, l'administration Biden, ils ont fait énormément de choses pour les Noirs, que ce soit les programmes sociaux, que ce soit surtout Medicare, la santé depuis 10 ans. C'est un programme
pour les Afro-Américains qui sont maintenant presque tous couverts par l'assurance santé. Donc ils ont fait beaucoup de choses, mais aucun gouvernement ne survit à une forte inflation. Voilà, c'est tout. Mais j'ai une question sur ce sujet central de l'inflation, Arnaud. Ce qui compte, c'est la perte de pouvoir d'achat, c'est pas tant l'inflation. Ça veut dire que, La perte de pouvoir d'achat. ça veut dire que les salaires n'ont pas suivi. Les salaires n'ont pas suivi, ont moins suivi. Il y a eu deux choses. Il y a eu, au moment du Covid, ils ont fait des chèques à tout le monde. Donc, vous touchiez en assurance chômage pour la première fois de l'histoire des États-Unis 2 fois le salaire minimum. Les indemnités chômage étaient énormes sous Trump. Donc, les gens ont eu de l'argent, surtout les plus pauvres. Il suffisait de dire non, non, sous Trump, sous Trump, sous Trump. Premier plan Covid, sous Trump. Donc, ils reçoivent plein d'argent. D'ailleurs, c'est politiquement pas correct, mais la communauté afro-américaine a fait la fête, on sait ça, par certains indices de consommation que m'ont donné des entreprises de luxe françaises, etc. Après arrive le plan Biden. À un moment, ces aides s'arrêtent. Ces aides s'arrêtent et en plus arrive l'inflation et les salaires, les bas salaires suivent plutôt, mais pas les middle salaires. Donc il y a eu de la perte de pouvoir d'achat. Et après, il y a eu des endroits plus ou moins sensibles. C'est-à-dire qu'à New York, les prix sont délirants, mais ce n'est pas l'endroit où les salaires, où l'inflation a été la plus forte. Mais par exemple, à Las Vegas, Corinne Lane, pour nous, a fait un papier sur Las Vegas. On a eu le prix de l'immobilier, le prix de l'essence, le prix de la groceries, parce qu'on est dans le désert. Et elle a raconté comment les employés des casinos basculaient. Le Nevada a basculé Trump. Et puis après, elle est allée faire un reportage où elle est allée raconter en Arizona où les familles de latinos, l'Arizona c'est complètement latinos, en avaient marre de l'immigration, ce qui est un autre sujet. Pourquoi ils en avaient marre de l'immigration? C'est parce que ça faisait de la pression sur l'immobilier et que quand parfois il y a du crime, on peut en débattre longtemps, hein, je ne me prononce pas ce fait, mais ces gens-là vont dans les communautés espagnoles, hispaniques déjà existantes. Donc ils ont aussi basculé. Donc ça s'est fait morceau par morceau. Ouais, je comprends. Donc, si je vous écoute, les deux raisons principales du vote Trump, quand même, quand je vous écoute, quand j'ai lu vos papiers, j'ai lu les papiers sur Las Vegas de votre consoeur également, c'est quand même d'abord l'inflation et la perte de pouvoir d'achat et l'immigration, selon les endroits. Moi, j'ai l'impression que les deux autres raisons qu'on évoque souvent, c'est-à-dire le wokisme dont une partie des Américains en ont ras-le-bol, et la politique étrangère et la fierté américaine, me semblent des raisons bien moins importantes que ces deux premières. Je me trompe ou pas? Alors, petite impression sur le wokisme. Sur le wokisme, pour moi, la guerre wokisme s'est arrêtée il y a 2 ans et elle a été perdue par les démocrates. Pourquoi elle a été perdue par les démocrates? Le moment déclencheur, symbolique, c'est quand une femme transgenre ou un homme devenu femme a été mis dans les bassins universitaires d'une course universitaire. Là, tout d'un coup, les jeunes filles, puisqu'elles sont mineures, se sont révoltées en disant on ne veut pas de quelqu'un qui a été un garçon, qui n'a pas été opéré, qui aille dans nos bassins. Les comités olympiques ont plutôt donné raison, c'était une histoire un peu particulière, mais ça fait une onde de choc avec un grand retour sur les trans. Deuxième sujet, Walt Disney qui s'est affronté au gouverneur DeSantis. À la fin, Walt Disney a perdu. Pourquoi Walt Disney a perdu? Parce que les gens n'allaient plus voir leurs films, les gens n'allaient plus dans leur parc d'attractions qui d'ailleurs coûte une fortune. Pourquoi ils n'y allaient plus? Parce que les personnes étaient contents. Alors vous aviez les contes d'Andersen et la petite sirène. Alors les Américains traditionnels pleuraient qu'elle était plus blonde ou rouge, je ne me rappelle plus. Mais même les Noirs n'étaient pas contentes, elle était métisse. Donc personne n'était content dans cette absence d'identité. Je rajouterais un élément très très important dans cette guerre culturelle, c'est l'attentat terroriste du Hamas contre Israël. Parce que là, tout d'un coup, les progressistes se sont trouvés complètement divisés, notamment la communauté juive. Ça a été très très important. C'est au fait de quel côté on est. Donc moi, je suis allé sur les campus à Columbia, et ceux qui avaient la réflexion la plus articulée, c'était la communauté juive, et on voyait plutôt une séparation de générations très forte. La communauté juive plus âgée, qui avait le souvenir d'Israël assiégé, la création de l'État, le souvenir de la Shoah, était très pro-Israël. Et les plus jeunes, qui n'avaient jamais connu que Sharon ou Benjamin Netanyahou, toujours un Israël très fort,
disposant de la bombe atomique, pas menacés, ne se souciant pas, ou pas, je ne me prononce pas, des Palestiniens, cela était très violent. Et donc là, tout d'un coup, on s'est dit, comment on prend position? Très violent dans quel sens ces jeunes générations? Ah, très violent pro-Gaza. Pro-Gaza. Juifs, donc juifs, Oui, jeunes, oui, oui, dans les campus, oui, pro-Gaza, mais juifs oui, quand même. oui, oui, juifs surtout, juifs surtout. Enfin, surtout au sens où il disait, je sais bien qu'on a vécu la Shoah, mais on ne va pas laisser faire un génocide chez nous. Donc là, tout d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire sur la scène politique? Vous ne pouvez pas, comme après l'affaire Weinstein, dire nous sommes tous du côté des femmes, ou comme après l'affaire George Floyd, policier, qui avait, un noir qui avait été étouffé en public à Minneapolis par un policier blanc, dire il y a du racisme systémique. Tout d'un coup, le débat est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas le camp du progrès et du bien contre le camp de la réaction et de l'oppression. Et donc, moi, je pense que cette dynamique démocrate a été très très dure pour les démocrates. La preuve, c'est que moi, j'avais parié dans mes malheureux paris, je pensais que Trump prenait tous les swing states, sauf le Michigan, où il y a une forte communauté musulmane. Et bien, même le Michigan, Trump l'a eu. Parce que les musulmans n'ont pas trouvé assez de soutien dans la politique de Joe Biden et de Kamala Harris aux Palestiniens. Je reviens 2 secondes sur ces jeunes sur les campus américains, ces jeunes juifs. Ils sont allés jusqu'à considérer qu'Israël allait aussi loin que de faire des crimes des crimes contre l'humanité ou comme génocide, puisque vous avez utilisé le mot génocide, ou voilà, ils sont allés jusqu'à utiliser ce terme-là. D'accord. Oui, ils n'ont pas dit crime contre l'humanité, mais ils utilisent le terme de génocide, oui. Ils pourraient parler de crime de guerre ou de crime contre l'humanité ou de génocide. Génocide, c'est très très grave, ça va très loin quand même, hein. C'est quelque Oui. chose qui est très peu probable d'ailleurs. Enfin, Un peu plus. J'ai toujours l'impression qu'on les utilise un peu plus librement, peut-être avec moins de. avec moins de précision intellectuelle. Ouais, je comprends. Je comprends. Peut-être. En tout cas, il y a un débat sur le fait que, au-delà des termes, ce que ferait Israël à Gaza pour les jeunes juifs américains, c'est pas bien. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Bon, Ah oui, 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 bien sûr. Et ça pour vous, ça a été un facteur très favorable à Trump, quoi. ah oui, alors moi j'ai vu dans ce qui m'a donné le sentiment, et je dis bien, moi je me suis par exemple trompé en 2022, je n'avais pas vu que l'avortement allait entraîner un raz-de-marée pour les démocrates, ou en tout cas une victoire beaucoup moins forte qu'attendue des républicains. Donc c'est toujours difficile. Mais ce que j'ai senti dans New York en promenant, en voyant des gens, pas des gens riches, des cadres dans des banques, dans des entreprises, dès qu'on leur parlait au bout de 5 minutes, ils disaient ah sur Trump, ah j'aime pas le type, mais quand on commence à dire ah, j'aime pas le type, mais c'est qu'on vote Trump. J'ai croisé des femmes qui étaient d'origine juive, d'Ukraine, un peu lointaine ou pas lointaine, ils votaient tous Trump. Donc on sentait dans New York monter une. Que je comprenne bien, qu'on comprenne bien, Arnaud. Ces jeunes juifs qui critiquaient la politique d'Israël à Gaza, ils n'ont pas voté Trump, évidemment. Ça n'a pas de sens. Ils ont voté Non, mais ils plutôt sont même pas allés Biden. voter. Ils sont pas allés voter. Et peut-être qu'ils ont radicalisé les autres aussi, peut-être. Et c'est pour ça que le vote Trump serait monté. Ben, c'est-à-dire que ce qu'il faut regarder, c'est sur le nombre de votes. Kamala Harris perd, je ne sais plus, 7 millions, 8 millions de votes par rapport à Biden. Trump en gagne 2. Donc aux États-Unis, c'est chacun. On prend pas les. Il n'y a pas de prise à l'adversaire. On ne gagne pas contre l'adversaire. On perd ses propres électeurs, qui ne vont pas voter. Je comprends. Voilà, ils n'ont pas voté. Donc, Donc en fait, Biden ou Kamala Harris a perdu une partie du vote juif à cause de ce que vous venez d'évoquer. Je comprends. je n'ai pas la statistique précise devant moi. Donc je demande à vérifier, Jean-François. Ah ben, mon feeling, c'était sur le campus. Oui, sur le campus, c'était très intéressant de discuter avec ces étudiants qui avaient beaucoup réfléchi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils avaient beaucoup réfléchi du fait qu'ils avaient ces origines, cette appartenance, ce judaïsme. Donc, ils réfléchissaient beaucoup. Les autres, sans être désobligeants, mais c'était un conflit pour lequel ils se mobilisaient, mais ils avaient peut-être moins dans leur chair, dans leur compréhension, quelque chose de plus viscéral. Donc c'était très intéressant de discuter avec eux.
C'est pour ça que. Mais paradoxalement, Jean-François, sur ces campus, on n'a pas eu les millions de gens qu'il y avait pendant la guerre au Vietnam. Hein. C'était un mouvement qui est resté dans les campus, qui n'a pas fait. Il n'y a pas eu 1 million de personnes sur le Mall à Washington. Mais ça a quand même beaucoup diffusé. Ça a diffusé dans la campagne. Alors, maintenant qu'il est élu, qu'on a vu les causes principales de son élection, quel est votre sentiment? Il va, dans tout ce qu'on voit sur sa préparation, avec son cabinet, etc., est-ce qu'il va faire tout ce qu'il a dit? Ou est-ce qu'il y avait une part de théâtre dans tout ce qu'il a dit? Quel est votre sentiment? Chez Trump, il y a du théâtre. Il va essayer de faire tout ce qu'il a dit, voire pire, et il n'en réussira qu'une partie. Alors, je prends déjà la nomination du cabinet. De même que Biden avait dit je suis élu pour réconcilier l'Amérique, il a cru, quand il est arrivé, qu'il avait un mandat pour être Franklin Roosevelt et faire un nouvel État social américain. Ce n'était pas le mandat, d'ailleurs, il a perdu. Trump, il avait un mandat inflation, immigration, prestige l'Amérique, et il nomme les pires des Trumpistes à son cabinet. Donc les deux les plus impressionnants, c'est Matt Gaetz, le Floridien. Honnêtement, on peut vraiment le qualifier d'extrême droite pour le ministère de la Justice, et un espèce d'ancien militaire qui défendait les criminels de guerre en Afghanistan et en Irak américains. À la défense. Alors, on a eu une chose qui était très intéressante, c'est de demander jusqu'où ça va. Eh bien, ça a tapé. C'est comme dans les marchés financiers. Hein. Il y a un moment où on touche le plafond et ça redescend. Matt Gaetz, il était obligé de renoncer parce qu'il avait eu des relations sexuelles tarifées autour des piscines avec des jeunes filles multiples, dont une mineure. Il a quand même fallu ça pour qu'il jette l'éponge. Et donc, on a vu, à mon avis, sur les nominations, on a vu le pire. D'ailleurs, sont venus après la nomination de Bessent au Trésor, qui est plus mesurée. Donc, peut-être, parce que moi j'ai toujours un sentiment plutôt optimiste, bienveillant sur l'évolution des États-Unis, donc je suis toujours un peu biaisé dans la manière dont je trouve que finalement ça va s'arranger. Donc, je pense que on a vu passer le pire. Les républicains du Sénat ont dit il y a quand même une limite. C'est une limite très élevée, parce que maintenant on va trouver que c'est bien que ce soit l'avocat personnel de Donald Trump qui devienne ministre de la Justice. Vous voyez, on est quand même très haut dans les nominations. Vous venez de soulever un point intéressant là. Est-ce qu'on peut considérer, comme on le lit en Europe, que Donald Trump a tous les pouvoirs puisqu'il a la Cour suprême, la présidence, la Chambre des représentants et le Sénat? Est-ce que c'est en réalité pas tout à fait vrai puisque le Parti républicain n'est pas sur une seule ligne? Alors, deux choses. Le Parti républicain n'est pas sur une seule ligne, mais il est quand même très aligné avec Donald Trump. C'est quand même l'évolution. Il a multiplié son emprise. Les candidats sont là. Donc, il a son emprise. Le sujet, c'est que quand même, la Cour suprême, elle est ce qu'elle est, mais ce n'est pas nécessaire qu'elle soit à la botte du président. Elle est à la défense de ses idées, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Défendre son idéologie et défendre ses idées. Ensuite, vous avez... aux États-Unis, on dit que le président des États-Unis est le commandeur en chef. Donc pour nous, ça apparaît martial. En fait, ça veut dire qu'il n'est que commandeur en chef. George Washington n'était que commandeur en chef. Ici, à New York, Donald Trump, il me met des impôts. Mais quand c'est l'école, l'éducation, la police, la justice, les ponts, les routes, la vie de collectivité, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, c'est l'État. Quand vous avez un ouragan en Floride, votre patron, c'est le gouverneur de Floride. On est vraiment dans un État fédéral. C'est très, très fédéré. C'est quelque chose que les Européens et les Français en particulier ne peuvent pas ressentir. Enfin, ouais, ressentent mal en tout cas. Donc voilà. Bon. Mais Donald Trump a beaucoup de pouvoir. Donc il va pouvoir faire ce qu'il va faire. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une crise de macartisme quand les États-Unis, excusez-moi l'expression, sont dans une situation de vrille qui arrive régulièrement. Donc, il y a eu le macartisme pendant la guerre de Corée ou juste avant, parce que les Russes avaient la bombe en face. Après, vous avez eu, après le 11 septembre 2001, on peut considérer que les États-Unis ont disjoncté. Ça dure 1 an, 2 ans, jusqu'aux élections de midterms. Si ça disjonctait, ça disjoncterait sur quoi? Les trois grands sujets que Donald Trump met tout le temps en avant, c'est l'expulsion des migrants,
les augmentations massives de droits de douane et les baisses des dépenses publiques avec Monsieur Musk qui est censé nous faire une économie de 35% sur les dépenses publiques. Quel est l'endroit qui, pour vous, est le plus crédible sur lequel il pourrait, entre guillemets, aller aussi loin que ce qu'il a dit? Alors, l'endroit où il va faire le plus grand show, c'est sur les expulsions. Alors, les expulsions, c'est très compliqué d'aller chercher les gens parce qu'ils sont perdus dans la nature, ils sont dans New York, ils sont dans des hôtels. La police des frontières a 7000 agents. Moi, j'avais été en Alabama, non, pardon, dans le Mississippi, quand Donald Trump avait fait en 2019 une razzia sur des malheureux Guatémaltèques qui étaient là depuis 15 ans dans des abattoirs du Mississippi. Pour arrêter 680 personnes, ils avaient eu besoin de 700 agents. D'accord? Avec 7000, il ne va pas aller bien loin. Donc Donald Trump, il veut deux choses. Il veut mobiliser l'armée en invoquant une vieille loi de 1798, qui est le Ennemi de l'Intérieur Act, qui visait à l'époque les Français, parce que la France révolutionnaire ou napoléonienne était en quasi-guerre avec les États-Unis. Donc il voudrait mobiliser l'armée à l'intérieur. Est-ce qu'il va y arriver? C'est pas sûr. Est-ce qu'il arrivera à mobiliser les gardes nationales? Elles dépendent des gouverneurs. Alors il mobilisera la garde nationale du Texas, à mon avis, pas celle de New York. Donc ce qu'il va faire, il va faire des beaux camps de concentration volontairement. Il va mettre des miradors, il va mettre des barbelés, il va mettre plein de gens dedans, des prisonniers si possible. On va tous hurler, ce sera horrible. Mais on ne va pas atteindre les 2 millions, les 3 millions. En revanche, il risque d'expulser beaucoup de gens. Et en général, la manière la plus pratique de faire ça, c'est de prendre des prisonniers ou des gens arrêtés par la police. Parce que si vous allez chercher le migrant qui est à l'hôtel Roosevelt où j'étais hier faire une interview, déjà pour rentrer dans l'hôtel Roosevelt, il faut un mandat d'un juge. Bon. Ensuite, une fois qu'il vous a arrêté, vous avez le droit de faire appel de votre libération sous caution. Ensuite, pour vous expulser, il faut que vous passiez devant le juge de l'immigration. Il y a 3,7 millions de dossiers en souffrance. Et une fois qu'on a dit qu'on vous expulsait, il faut que le pays d'accueil, enfin votre pays d'origine, accepte de vous reprendre. Ça marche avec le Mexique, l'Amérique centrale, mais ça ne va pas marcher avec le Congo. Donc, il va y avoir beaucoup de choses horribles. À combien il y arrivera, je ne sais pas. Alors après, dans les choses horribles, il y a Elon Musk. Alors Elon Musk, il y a une chose intéressante. On sous-estime les recettes de l'État fédéral américain, c'est 17% du PIB, les dépenses, c'est 24% du PIB. Donc c'est 7% de PIB de trou, et c'est aussi 50% de trou. Donc il y a un très très gros problème, ça n'est pas durable. C'est presque français. 40% de trop, Arnaud. Oui. N'en rajoutez pas. Bon, alors, Oui, oui, on est à un déficit plus important aux États-Unis en pourcentage du PIB qu'en France, tout à fait. alors qu'on est au plein emploi et en croissance. Bon, alors l'explication, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Elon Musk et Trump, ils ont trouvé un truc, moi je le trouve assez marrant, c'est de se dire, on va s'attaquer aux dépenses de défense. Et ça, c'est nouveau. C'est une vraie nouveauté. D'ailleurs, toutes les actions des entreprises de défense ont baissé. Parce que Elon Musk, il faut savoir, hein, quand il a lancé ses Est-ce que vous avez les chiffres en tête? 700 milliards, 700 milliards de dollars par an, Ce qui représente quel pourcentage du PIB? du PIB, c'est 5 ou 6, c'est 5%. Ah non, c'est énorme, c'est énorme. Ah, moi, je paye des impôts aux États-Unis, je paye la glorieuse armée américaine, ça me coûte très cher. Parce qu'on a beau pas avoir de permis permanent, on a le droit de payer des impôts aux États-Unis. C'est très intéressant ça parce que ça signifie que Trump va tout faire pour sortir l'engagement américain de l'OTAN, quoi. Alors, la manière dont Elon Musk met le sujet sur la table, c'est les contrats hallucinants des Boeing, Lockheed Martin Co. avec le Pentagone. Je vous redonne quand même des chiffres. Achat de matériel et fabrication de matériel. C'est-à-dire que Elon Musk a fait, quand les Américains n'avaient plus de lanceurs pour aller desservir la Station spatiale internationale, ils ont fait 3 projets ou 4, celui d'Elon Musk, celui de la NASA en propre, celui de Boeing, celui d'Amazon. Musk, il a fait 3 fois moins cher et c'est le seul à avoir réussi. Donc, je vous redonne un exemple parce que je sais que Elon Musk est détesté en ce moment, pour de bonnes raisons, mais quand il a lancé ces moteurs, il y avait quelque chose une espèce de clap qui tenait la capsule au satellite. Donc il est allé voir ces types et on lui a dit le prix sur étagère à la NASA, c'est 100 000 $. Il a dit vous me revenez, vous faites ça pour 1 000 $. Il ne veut pas diviser les prix par 20%, il veut les diviser par 10. C'est comme ça que ça a marché, ces spécifiques. Donc
il va essayer de faire ça sur la défense. Moi, je trouve ça intéressant parce que il faut voir que les deux grosses autres postes de dépenses de l'État fédéral, outre les taux d'intérêt, c'est la Social Security, ça s'appelle la retraite par répartition. Contrairement à ce que tout le monde croit, il y a une retraite par répartition qui concerne quasiment tout le monde à partir de 65 ans et qui est l'équivalent de la retraite sécurité sociale. Elle a été mise en place par Roosevelt. Trump a promis de ne pas y toucher. Il a même dit qu'il voulait que ce soit plus taxé. Bon, donc ça, à mon avis, ils ne vont pas y toucher. Et après, la deuxième chose qu'ils ne veulent pas toucher, c'est Medicare, c'est la dépense pour les personnes de plus de 65 ans et les autres. C'est la retraite publique. Il y a une partie publique qui pèse aussi lourd en pourcentage du PIB, je crois, ou quasiment que la sécurité sociale française, et qui couvre beaucoup de gens. Et ça, depuis Obamacare, tout le monde y est très attaché. Ça ne pèse pas autant que la sécurité sociale française, parce que la sécurité sociale française, c'est 30% du PIB à peu près français. Ah oui, mais parce qu'il y a les retraites. Voilà. Oui. Non. Ah oui, non, je parle que de la santé. D'accord. Oui, je parlais de la santé. Je comprends. Je parlais de la santé. Donc voilà. Donc bon, alors après, il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver parce que c'est... Non, mais il peut peut-être arriver à faire un tiers du chemin. Baisser les dépenses publiques de 10%. Donc ça, c'est ma manière de voir les choses rigolotes. Alors après, sur un sujet qui vous plaît, qui est le climat et le pétrole, donc Donald Trump s'est fait lire en disant « drill, on va forer. » Alors ce qui est assez amusant, c'est de voir la réaction des pétroliers. Parce que les pétroliers, ils veulent deux choses. D'abord, ils ne veulent pas qu'on leur supprime leurs aides. Voter sur l'administration Biden pour décarboner. Donc, la thèse ici, à tort ou à raison, c'est on va produire du pétrole, mais on va enlever le carbone. Donc les Exxon, qui ne font que du pétrole et encore du pétrole et toujours du pétrole, ils disent on veut nos aides. Et la deuxième chose, c'est que le pétrole est assez bas, il est à 68 $, quelque chose du genre en ce moment au Texas. C'est bas. Donc et en ce moment, les États-Unis battent leur record historique de production d'hydrocarbures. C'est le paradoxe de l'administration Biden, se fait blâmer pour avoir fait la guerre au pétrole. En réalité, le pétrole s'est jamais aussi bien tenu. Et si vous forez plus, vous allez avoir un effondrement des cours. Et dans ce cas-là, tout le Texas se met à faire faillite. C'est toujours le moins rentable qui fait faillite le premier. Enfin, d'ailleurs, le Texas, c'est pas le moins rentable. Et le pétrole de schiste disparaît. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose d'assez stable. Ils vont essayer d'exporter. Donald Trump a dit qu'il allait lever le moratoire de Joe Biden sur les nouveaux permis de terminaux de GNL dans le golfe du Mexique pour aller vers l'Europe. Donc voilà. Alors après, il a supprimé pas mal d'aides à l'électrique. Je vous donne un exemple. Elon Musk, parce qu'il faut toujours suivre l'étude d'Elon Musk, Elon Musk dit nous, on va regarder la légalité des aides à Intel. Mais c'est très intéressant parce que Intel est une entreprise de microprocesseurs. C'était l'ancienne reine des microprocesseurs américains. Ils essayent désespérément de la soutenir avec des subventions. Au total, tout crédit d'impôt confondu, c'est des dizaines de milliards de dollars que l'entreprise va récupérer. Mais en fait, elle est morte. Enfin, elle est morte. Elle est probablement morte. Et en même temps, ils ont un sujet majeur avec Taïwan et la Chine. Il va bien falloir qu'ils trouvent une solution. Arnaud, pour poursuivre sur le sujet écologique, là, parce que c'était justement une des questions clés que je voulais vous poser. Comment Elon Musk, qui est un écologiste convaincu, il n'a pas fait Tesla par hasard, va-t-il accepter que les aides à l'achat des voitures électriques soient fortement baissées et que les États-Unis sortent des accords de Paris, à nouveau? Comment vous voyez ça? Alors, à mon avis, il va y avoir des clashs, mais il y a des choses assez amusantes. Je rappelle que Elon Musk était dans un groupe de conseillers de Donald Trump lors du premier mandat. Il est le premier à l'avoir quitté quand Trump, à cause du climat, à cause de la sortie de Donald Trump sur les accords de Paris. Sur les subventions, Elon Musk, il est dans le truc assez simple. Vous savez, c'est est-ce que tu cours plus vite que l'ours qui te court après? Non, mais je cours plus vite que toi. Donc là, il a dit à propos des baisses aux voitures électriques, oui, moi ça va me baisser mes marges, mais ça va tuer mes concurrents, donc je m'en fiche. D'accord. Logique pour un entrepreneur. Logique. Logique pour l'entrepreneur leader. Sur les droits de douane, il n'aime pas les droits de douane. Par exemple, il a fait un tweet qui est digne de Molière, c'est à vous que je parle, ma sœur. En fait, il parle à Trump en saluant le fait que Milei supprime les droits de douane à l'importation en Argentine. Donc, c'est quand même pas très dirigé pro-Trump. Il n'aime pas beaucoup les droits de douane puisqu'il a suspendu la construction de son usine au Mexique. L'accord de Paris, comme c'est pas contraignant, je pense qu'il n'en fera pas un drame. Il a obtenu
que Trump cesse de dire du mal de la voiture électrique. Parce qu'au début, Trump disait les voitures électriques, c'est nul. Donc maintenant, il le dit un peu moins. Mais moi je pense qu'il y a un désaccord profond, majeur en termes économiques entre Elon Musk et Trump. Je pense qu'à un moment, ça s'arrêtera. Il faut bien voir pourquoi Elon Musk est tombé dans les bras de Donald Trump. C'est deux raisons narcissiques. Donc ça, c'est des problèmes sur lesquels vous n'arrivez pas à raisonner les gens. C'est un, que Joe Biden a fait un sommet de la voiture électrique à la Maison-Blanche juste après son arrivée, en n'invitant pas, sous prétexte que ses usines n'étaient pas syndiquées, et en prétendant à tort et en mentant que c'était Mary Barra, patronne de General Motors, qui avait inventé la voiture électrique. Donc, il était fou de rage. Et les plus grands soutiens des démocrates, Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, il me dit oui, c'est honteux ce qu'a fait Joe Biden. Il me le dit dans une interview du Monde. Donc, ça, c'est les démocrates qui ont perdu Musk. Et après, il a un de ses enfants qui a fait une transition de genre, un garçon qui est devenu une fille, qui est complètement brouillé avec son père, et ça l'a manifestement traumatisé. Donc c'est un problème d'ego vis-à-vis de Joe Biden, plus un problème personnel vis-à-vis d'un de ses enfants. Après, moi je pense qu'à un moment, les ogres se mangeront entre eux, mais pour le moment, ça l'amuse. Hein. Voilà. Arnaud, on a fait un bon tour sur les conséquences sur la scène intérieure, qui ont des conséquences bien sûr sur la scène extérieure, hein, parce que tout est lié. Je voudrais qu'on aborde rapidement les conséquences sur la scène extérieure. Alors on ne va pas reparler des conséquences sur la scène israélienne et ukrainienne, parce qu'on en a longuement parlé lors du premier podcast que j'ai fait avec Catherine Gentil, et qui nous a bien expliqué ce que Donald Trump ferait s'il était élu sur ces deux sujets, et ça en train de dérouler, on le voit de nos yeux. Mais je voudrais vous parler de la Chine, parce qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer les conséquences dans les relations avec la Chine. Et donc, comment vous voyez ça, vous? Est-ce que vous pensez que, par exemple, Donald Trump veut absolument pousser la paix entre l'Ukraine et la Russie, parce qu'il voit bien que cette guerre bénéficie d'abord aux Chinois en achetant des matières premières de façon, le pétrole et le gaz de façon très, très discountée, donc ça donne un avantage compétitif aux Chinois, et que ça évidemment, ça le dérange. Puis deuxième point, est-ce que dans sa stratégie America First, est-ce qu'il sera prêt à laisser faire les Chinois sur Taïwan, quitte à faire un deal global avec eux? C'est-à-dire, écoutez, débrouillez-vous pour me rapatrier les technologies des semi-conducteurs les plus pointus aux États-Unis, arrêtez d'aider les Russes sur l'Ukraine, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, et moi je vous laisse Taïwan. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? La seule chose que je vois, c'est d'abord, aux États-Unis, il y a un consensus transpartisan, bipartisan, très hostile à la Chine, qui n'a d'ailleurs curieusement pas été abordé pendant la campagne. Ce n'était pas un sujet de campagne. Deuxièmement, les démocrates sur les sujets stratégiques sont au moins aussi durs que les républicains. Sous le premier mandat, Donald Trump, par exemple, ils avaient coupé les vivres à une entreprise de téléphonie qui s'appelait ZTE parce qu'elle violait les embargos américains sur l'Iran et la Corée du Nord. La pauvre entreprise, enfin la pauvre, je ne la plains pas, mais l'entreprise avait fait faillite, licenciant des milliers de personnes, ou des dizaines de milliers de personnes, et Donald Trump était prêt immédiatement à faire un accord, tandis que le Congrès n'était pas content du tout. Donc Donald Trump, il va être pragmatique. Donc ce qu'il veut, lui, c'est des droits de douane pour faire baisser le commerce extérieur. C'est une obsession. Il veut des commerces extérieurs à l'équilibre. La stratégie, c'est moins sa chose. S'il y a une conviction chez Donald Trump depuis toujours, depuis qu'il a fait des publicités dans les journaux américains et new-yorkais contre l'invasion japonaise à l'époque, c'est les droits de douane. Donc, il va se retrouver, il va augmenter les droits de douane. Mais par exemple, vous voyez là, il a décidé de mettre 10% supplémentaires de droits de douane sur la Chine à cause des importations de fentanyl dont il dit que les Chinois ne contrôlent pas assez les composants. Il y a deux solutions. Soit c'est le coup de semonce et il attaque à 10%, on va avoir 60%. Soit il commence à 10% pour mettre la pression, mais pour aller plus loin plus tard. Donc il peut se donner du temps. Visiblement d'ailleurs, les 10% sont inférieurs à ses promesses de campagne. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, j'ai regardé par exemple sur les marchés, donc c'était pas sur le yuan, mais c'était sur le Mexique. Quand Donald Trump annonce ses droits de douane hier, le peso mexicain baisse de 1,5-2%. Le lendemain de l'élection de Donald Trump en 2016, le peso avait perdu 12%. Donc les marchés y croient sans y croire complètement. Moi, je pense qu'il va en faire. Hein. Je
Je pense qu'il va en faire. Alors sur la Chine, écoutez, il y a sur Taïwan déjà le CHIPS Act, donc 52 milliards de subventions américaines pour construire des usines de microprocesseurs aux États-Unis, c'est en cours. Donc il y a de l'argent peut-être gaspillé sur Intel, mais il y a 50 milliards. Et quel est le délai Arnaud, pour pouvoir réaliser ces puces les plus pointues de niveau de Taïwan? Délai pour que ça se fasse? Quelques années, c'est-à-dire c'est en cours. Par exemple, TSM fait une usine dans l'Arizona, Taiwan Semiconductor, donc ils font une usine en Arizona. Ils ont beaucoup de mal parce qu'ils ont du mal à trouver la main-d'œuvre qualifiée pour construire l'usine, la main-d'œuvre qualifiée pour faire tourner l'usine, donc ce sera moins performant qu'aux États-Unis. Par exemple, TSM a fait une usine au Japon qui tournent déjà, alors qu'ils n'ont pas arrivé à faire celle aux États-Unis à cause des contraintes américaines qui sont très compliquées, très bureaucratiques. Mais les Américains sont en train de récupérer la fabrication des meilleurs chips chez eux. Et si on va plus loin, là, Arnaud, dans ce cas-là, si Donald Trump récupère ça d'ici, on va dire, 3 4 ans, vous voyez empêcher la Chine d'envers Taïwan, alors que c'est pas du tout l'intérêt des États-Unis de se lancer dans une guerre contre la Chine, dans cette zone-là? Contrairement aux démocrates qui, à mon avis, ne laisseraient pas faire. Je vois pas bien pourquoi il irait dépenser des dollars et des GI pour défendre une île secondaire. Je vois pas bien. Si on est un peu cynique, la Chine, Taïwan n'est pas reconnue à l'ONU. Donald Trump s'en fiche. Hein. C'est pas son sujet, mais c'est un sujet. Écoutez, je préfère vous dire je ne sais pas parce que la seule chose que je sais, c'est que Donald Trump ne veut pas faire la guerre. Ça faut pas se tromper. Quand les Américains disent pendant les 4 ans de Trump, il n'y a pas eu de guerre, il a envoyé aucun soldat supplémentaire au combat, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça peut ne pas plaire, mais c'est vrai. Il avait hérité d'une crise larvée avec la Corée du Nord. Il a fait le cirque avec cette rencontre au Vietnam. Ça s'est un peu calmé. Moi, pareil, je ne connais pas le dessous des cartes, donc je préfère pas vous en parler parce que je parlerai, c'est de la gamberge non informée. En revanche, moi, ce que je pense, c'est ceux qui vont avoir beaucoup, beaucoup de mal, c'est les Européens. Parce que j'ai noté que Tim Cook, c'est Donald Trump qui raconte ça, Tim Cook, patron d'Apple, il a téléphoné pendant la campagne à Donald Trump en train de lui dire j'en ai marre des Européens, là ils viennent me mettre 12 milliards d'euros à rembourser à l'Irlande, à la République d'Irlande pour les impôts non payés, et je sens monter chez la Big Tech une révolte unie, c'est pas que Elon Musk, une révolte unie, à tort ou à raison, contre les Européens, qui sont accusés, de leur mettre des amendes tous les jours qu'ils qualifient de protectionnistes, et les amendes infligées à la BNP pour violation de l'embargo au Soudan Sud, c'est plus petit. Deuxièmement, ils les accusent de les empêcher de développer l'intelligence artificielle. Troisièmement, ça va être le grand discours que vous allez entendre quand ils vont mettre des droits de douane. Ils vont dire ah mais la TVA à 20%, c'est un droit de douane de 20% en fait. Donc nous on va juste mettre 10%, on va mettre la moitié. Et en ce moment, on est dans un mood, dans un état d'esprit, pardon, de commisération pour l'Europe en tant que telle, notamment l'Allemagne. Et comme me dit mon fils, quand on est faible, on se fait imposer des traités inégaux comme naguère la Chine. Et donc, Bien sûr. Quel est le niveau du déficit, Arnaud, entre les États-Unis et l'Europe? C'est déficitaire pour les Américains? Des, co- comme, comme la Chine, quoi. j'ai regardé le chiffre l'autre jour. Je crois que on exporte 550 milliards 500 milliards vers les États-Unis et les États-Unis n'importent que 350 milliards. Et surtout, le déficit a doublé en 10 ans. Et, et en plus, vous savez pourquoi les Américains s'en sortent, sont sauvés? Parce qu'ils importent depuis 2 ans, ils exportent depuis 2 ans plus de 40 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié et de pétrole. Donc en réalité, ils ont, ils ont un point. Enfin, ils ont un point. Euh, Bon, alors, non, 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 mais tout ça est fort intéressant. Maintenant, on va essayer de passer on voit bien qu'on rentre dans un monde qui va devenir de plus en plus instable, complexe, avec un homme qui n'est pas totalement idéologue, mais qui est assez fantasque, pour ne pas dire plus. Euh,
Du coup, on va essayer de passer à un sujet plus léger pour terminer, Arnaud, sur cette conversation fort intéressante. Moi, j'ai adoré tout ce que vous avez dit. Conséquences sur le tourisme, sur notre petit secteur touristique. Est-ce que lorsque, par exemple, le président Donald Trump va se mettre à expulser des migrants et fabriquer ces fameux camps dont vous avez parlé, est-ce que l'image des États-Unis va pas devenir, parce qu'on sait très bien qu'entre ce qu'il va faire et qui va être communiqué via les réseaux sociaux, les télévisions, les médias, il va y avoir une amplification qui va être considérable. Est-ce que, selon vous, ça c'est votre pur feeling hein, que je vous demande, vous n'êtes pas un expert du tourisme, même si vous voyagez vous-même beaucoup, est-ce que vous ne pensez pas que les Européens et les touristes étrangers mondiaux vont moins venir aux États-Unis? Alors, depuis le Covid, je crois, mais ça vous êtes plus expert que moi, les Européens sont revenus, pas les Chinois. Moi, je me souviens, alors c'est du feeling, quand j'étais gamin, c'était il y a 20 ans, j'étais furibard contre les États-Unis sur l'Irak, donc je voulais pas aller aux États-Unis, donc j'avais choisi d'aller dans le Wyoming où je ne parlerai qu'à des ours. Donc c'était un super voyage. Oui, il va y avoir des gens qui vont avoir une réticence, il va y avoir des gens qui ont quand même un problème d'écart de niveau de vie, d'écart d'inflation, appelez-le comme vous voulez, ça coûte très très cher de voyager aux États-Unis. Ah, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas et ça va s'empirer. Vous avez vu, bizarrement, le dollar est en train de monter pour une raison que je n'avais pas bien comprise, mais l'argument, c'est comme les Américains vont acheter moins de biens étrangers, il y a moins besoin de Deutschmark, d'euros, de yuan, de ceci, cela, donc ça fait monter le dollar mécaniquement. Après, moi, je ne peux qu'encourager les gens à aller faire des voyages hors des sentiers battus aux États-Unis. C'est absolument. Non, mais je pense qu'il va y avoir un double effet. Élection de Donald Trump qui déjà, la première fois, avait fait baisser le tourisme aux États-Unis, il faut quand même le rappeler. Et deuxièmement, il va prendre des mesures probablement plus fortes que lors de son premier mandat, et donc ça va être spectaculaire et ça risque de déplaire. Et dans l'autre sens, Ça marche très très bien. America First, est-ce que dans l'autre sens, ça va faire baisser? Non, parce que les Américains, et notamment les républicains, ils aiment beaucoup l'Italie et la France. C'est-à-dire, ils font une distinction entre l'Europe, c'est pas bien, gna gna, l'Europe qui est décadente, l'Europe qui est envahie par des migrants d'Afrique, l'Europe qui a plus de valeur. En revanche, la France et l'Italie, c'est vraiment super pour les vacances. C'est les deux destinations qui ressortent dans l'imaginaire américain. Donc ils sont très contents d'aller dans le 7e arrondissement de Paris tant qu'ils ne se font pas agresser. Ils trouvent, grâce au dollar fort et à leurs revenus, que ça ne coûte pas très cher. Donc ils s'offrent des endroits où moi je ne suis jamais allé de ma vie, sur la côte d'Azur. Et ils adorent l'Italie. Alors il y avait aussi ces derniers temps des espèces de publicité en disant vous pouvez vous acheter une maison en Italie ou en France pour le prix d'un truck ou d'une grosse voiture. Bon, alors, c'était perdu au fin fond de la Creuse, mais quand même. Et il y a le Portugal aussi qui tient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve, mais bon, moi, j'ai été nommé pour aller parler aux gens qui votent Trump, donc je les connais bien, je les aime bien, donc on a un feeling assez agréable qui se passe bien. Ils aiment bien, ils sont plutôt bienveillants sur la France. Alors ils vous disent ah la France c'est socialiste, oui c'est socialiste. Bon après passons à autre chose en termes de modèle et donc ils adorent. Donc il y a tout un, ça marche très très bien de leur vendre la France. Alors moi j'ai trouvé un truc, Jean-François, je leur dis que je suis de Normandie, ce qui n'est pas faux. Alors là, tout d'un coup, les Américains, ils ont le sentiment de m'avoir sauvé, donc ils se sentent bons d'être bons avec moi, et donc tout de suite, le lien se noue de manière extraordinaire, ça marche toujours. En tout cas, on n'a jamais eu autant d'Américains à Paris qu'en ce moment. J'ai été président de l'Office du tourisme pendant 2 ans et je le vois. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ils délaissent un peu la Grande-Bretagne qui était leur terrain de jeu naturel et ils viennent beaucoup plus effectivement en Italie, en France et il me semble également en Espagne qui monte auprès de la clientèle américaine et du Portugal. Écoute Arnaud, merci beaucoup. Vraiment, c'était passionnant. On va voir ce que le monde nous réserve en espérant que Donald Trump nous réserve des bonnes surprises et par exemple nous signe des accords de paix qui soient favorables au tourisme. Merci Arnaud. Merci Jean-François, à bientôt. Bonne journée à vous.